Et donc, on enchaîne avec le professeur Frédéric Camille qui va nous parler de fracture de fatigue. Bon, donc on change un petit peu de registre. On va descendre d'un petit étage. On a parlé de ligaments, on va parler un petit peu d'os. Alors, parfois, il y a quand même des cas de figure où l'un étant lié à l'autre. Et c'est vrai que c'est intéressant de le remettre en lumière. Alors, c'est vrai que c'est une blessure qui a défrayé la chronique il y a quelques années. Sur cette internationale de 26 ans dont j'ai caché le visage. Qui avait souffert d'une fracture de fatigue, vous voyez, en 2018. Deuxième partie de saison, vous voyez, on est en février. Il a été opéré, 3 mois d'absence. Donc c'était une fin de saison pour lui, alors que son équipe était en train de monter en puissance en Champions League. Et puis finalement, il a été opéré, il a eu un vissage. Et vous voyez que l'année d'après, malgré le vissage, il rechute juste après la trêve hivernale, au mois de janvier, là encore. Et là encore, c'est une fin de saison. Il a été décidé de partir sur un traitement conservateur et il a mis 8 mois quasiment à revenir à son plus haut niveau. Donc vous voyez que finalement, sur cet international qui a souffert d'une fracture de fatigue, il a eu 2 saisons complètes de perturbées. Et donc se pose la question de savoir s'il faut banaliser cette blessure, ce qui a tendance à être un peu le cas, malheureusement. Et est-ce que c'est une blessure mineure pour laquelle une petite mise en lumière serait nécessaire? Alors c'est vrai que la fracture de fatigue, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est 3% des fractures de fatigue. Déjà, la fracture de fatigue, c'est pas beaucoup, on n'en voit pas beaucoup. Mais alors les fractures de fatigue au métatarsiens, vous voyez, c'est 3%. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez rare. Nous, à la clinique du sport, on en voit peut-être chacun d'entre nous 2, 3 par an. Donc, vous voyez, pour avoir des grosses séries, c'est compliqué. Le deuxième point qui est important, c'est que ça touche pas n'importe qui. Ça touche des sportifs de haut niveau. Alors pas que des professionnels, mais des sportifs accomplis qui vont avoir une perturbation de leur carrière et de leur récupération dans leur sport. Et puis finalement, quand on regarde, les traitements sont mal codifiés. On va essayer de revisiter un petit peu tout ça. Alors, quand je dis remettre en lumière, vous voyez que c'est ancien. Hein, ça a été décrit dans les années 1850 par un chirurgien allemand qui avait découvert que dans ses équipes de militaires, c'était des Prussiens, après les marches forcées, de nombreux militaires se plaignaient de douleurs au niveau du pied, sans traumatisme. Il appelait ça la marche-fracture, c'est-à-dire la fracture de la marche, et c'est lui qui a découvert la première fois la fracture de fatigue. Alors ça a été mis en évidence radiologiquement 50 ans plus tard, avec l'avènement de la radiologie, et puis finalement, c'est arrivé dans le monde civil, vous voyez, dans les années 70, 1970, avec la démocratisation des activités sportives, quelque chose qui est relativement récent à l'échelle de l'histoire médicale. Alors pourquoi on fait une fracture de fatigue? Il y a plusieurs choses à comprendre. La première chose, c'est que la base du 5e métatarsien, c'est un carrefour musculaire sur lequel va s'insérer, voyez, le cours fibulaire qui va tracter en permanence cette métaphyse osseuse vers l'arrière. Et puis, le 3e fibulaire qui s'insère, lui, alors on ne l'a pas tous, hein, on l'a dans 90% des cas, ce 3e fibulaire qui, lui, va tirer la zone métaphysaire du métatarsien vers le haut. Donc, vous allez avoir une sorte de cisaillement par ce mécanisme, ces insertions musculaires, toutes particulières à ce métatarsien. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce carrefour musculaire. La deuxième chose, c'est qu'il a une particularité, ce métatarsien, c'est qu'il a une vascularisation très atypique, avec une vascularisation antérograde sur la base métaphysaire, vous voyez, qui est riche, qui vient aussi du périoste et du cours fibulaire, donc très richement vascularisé sur la base du métatarsien. Et puis ensuite, une deuxième vascularisation ici, sur une artère nourricière qui va nourrir la diaphyse du métatarsien, avec une petite vascularisation rétrograde, mais en fait, entre ces deux zones de vascularisation, vous allez avoir une zone d'hypovascularisation et un os qui va être mal vascularisé, et c'est là que ça va casser. Donc c'est ce front d'hypovascularisation qui est la zone de fracture de fatigue qu'on va retrouver chez nos sportifs. Alors, il ne faut pas confondre les différentes zones. Vous voyez, il y a la zone 1 qui est la zone d'insertion du cours fibulaire que les anglo-saxons appellent la pseudo-Jones fracture, c'est-à-dire la zone qui est la plus proximale, qui seront des avulsions de la base métaphysaire. La zone 2 qui est la fracture de Jones, donc c'est la fracture habituelle qu'on voit au niveau du métatarsien. Et puis ensuite, vous avez la zone 3, c'est cette zone qui va casser au niveau de la fatigue osseuse, cette zone d'hypovascularisation
de la base. Alors, on va avoir des facteurs aggravants. Parmi les facteurs aggravants, vous allez avoir tous les troubles morphostatiques de l'avant-pied et surtout ceux qui vont donner du varus au niveau de l'avant-pied. On va le retrouver au niveau des pieds creux et on va retrouver, je vous ai dit que c'est un environnement musculaire avec tous les troubles, tous les muscles intrinsèques du pied. Lorsqu'on va avoir une fatigue musculaire, vous allez avoir le tonus de la voûte plantaire qui va s'effondrer petit à petit et vous allez avoir une baisse des capacités d'amortissement de la voûte plantaire qui vont effondrer petit à petit ce métatarsien vers le bas. Et donc, c'est pour cette raison-là, quand vous regarderez vos radiographies de fracture de fatigue, que la fracture de fatigue est toujours plantaire. Ça casse jamais au-dessus, ça casse toujours à la face plantaire. Vous voyez, à ce niveau-là, je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, et c'est l'effondrement de l'arche plantaire qui va se localiser à la face plantaire du métatarsien. Alors le diagnostic, il n'est pas compliqué. Alors déjà, dans le timing de la saison, on va avoir soit des fractures de fatigue qui vont être inaugurales de la saison. Pourquoi? On arrive d'une saison, on arrive de vacances, les sportifs se sont mis un peu ouverts, et puis on va avoir une recrudescence et une augmentation du volume d'entraînement qui va être assez brutale, même si elle est précautionneuse, elle va être quand même assez brutale, et c'est à ce moment-là que la fracture de fatigue apparaît. La deuxième partie de saison est aussi très vulnérable pour les pieds. Donc, on rentre du mercato d'hiver, de la trêve hivernale, et là, on a déjà accumulé suffisamment de matchs, on a de la fatigue musculaire, et c'est en début de deuxième partie de saison que la fracture de fatigue, à cause de ce surmenage, à cause de cette fatigue musculaire, que la fracture va survenir. Alors, cliniquement, ce n'est pas compliqué. Une fatigue osseuse, c'est une douleur très localisée, qu'on va rechercher avec l'index et on va palper millimètre par millimètre et à un moment donné, on va déclencher une douleur exquise. C'est partout sur toutes les fractures qui sont sous-cutanées, comme le tibia, les métaphyses tibiales, proximales. Vous allez avoir une douleur millimétrique très précise qui va vous localiser cette douleur osseuse qui va signer un problème d'une pathologie osseuse. La paraclinique va être très importante. Vous avez une classification qui s'appelle la classification de Torg. Vous voyez, on va dire en 3 types principaux. Le type 1, vous voyez, c'est ce petit cheveu sur le métatarsien. Donc vous allez avoir une zone d'ostéolyse plantaire, toujours à la face inférieure du métatarsien. Et donc ça, c'est le stade débutant de la fracture de fatigue qui va petit à petit, plus le temps passe, s'aggraver avec l'élargissement du trait pour le type 2 et puis l'évolution vers la pseudarthrose pour le type 3 avec une diaphyse qui va être, enfin une zone métaphysodiaphyseur très scléreuse et comblée de fibrose et d'un os qui est fibrotique et mort. Alors vous allez avoir, ça c'est le gros piège, c'est le type 4, celui-là il faut le connaître, c'est le piège. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se plaignait de douleur de la base du métatarsien depuis plusieurs mois et qui sur un faux mouvement, sur une entorse de cheville, va casser complètement son métatarsien, donc il va faire une acutisation de sa fracture de fatigue vers une fracture complète. Et donc ça, le problème, c'est que si vous le traitez comme une fracture classique, ça va récidiver. Parce qu'il va falloir traiter la fracture aiguë, mais en même temps mettre en place toutes les mesures pour traiter la fracture de fatigue, c'est-à-dire la zone de sclérose, la dévascularisation, et ça, c'est le gros piège, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de récidives sur les fractures de fatigue. Alors, il y a un nouveau stade, qui est le stade 0,5. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir des douleurs de la base du métatarsien. Vous dites bingo, c'est une fracture de fatigue, je lui fais la radio et la radio est normale. C'est un sportif de haut niveau, allez rapidement vers l'IRM et vous allez trouver un œdème intraosseux avec un hypersignal intramédulaire sur les séquences T2 qui vont vous assurer de la souffrance osseuse, de l'œdème osseux, mais qui ne sera pas encore visible à la radio. Vous avez encore la possibilité de guérir ce patient sans le faire opérer. Donc ça, c'est le stade 0,5. Alors, quand on va prendre en charge une fracture de fatigue, il va falloir corriger tout ça, les facteurs intrinsèques, les facteurs extrinsèques, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais il y a beaucoup de facteurs de risque qu'il va falloir prendre en charge. Les troubles morphostatiques, les hypovitaminoses D, les sportifs qui fument, donc ce sont les troubles des conduites alimentaires, etc. Donc, il va falloir les mettre dans un réseau de soins, endocrinologues, diabétologues, podologues, etc., pour mener à bien le traitement médical et préventif de la fracture de fatigue
ou de sa rechute. Alors, lorsque le médecin du sport ou le chirurgien va prendre en charge la fracture de fatigue, finalement, il a deux options qui vont s'offrir à lui. Soit il va partir sur un traitement conservateur, avec des immobilisations en résine ou des bottes, soit un traitement chirurgical. Vous voyez, avec les deux plus fréquents, soit la vis intramédulaire, soit la plaque qu'on va mettre sur le côté du métatarsien. Alors, on va aller, on va accélérer un petit peu le débat sur la comparaison entre le traitement médical et le traitement chirurgical. Quelle prise en charge faut-il mettre en place? Il y a plein de revues qui ont comparé traitement médical, traitement chirurgical. Et vous avez les résultats sont ici sur toutes les méta-analyses qu'on a mis en place. Le taux de fusion est largement meilleur avec le traitement chirurgical. Les délais de fusion sont 2 fois plus rapides. L'abcès d'arthrose est 8 fois moins importante quand on les opère par rapport à un traitement conservateur. Les récidives sont 2 fois moins importantes. Et quand on regarde d'autres méta-analyses sur le retour au sport, c'est 2 fois plus rapide de retourner au sport lorsqu'on opère par rapport à un traitement conservateur. Là, j'ai envie de dire quand même, tout est écrit dans la littérature sur la comparaison de ces deux manières de traiter les fractures de fatigue de la base du 5e méta. Il n'y a plus de débat. Clairement, ce sont des pathologies qu'il faut opérer. Alors, on pourrait s'arrêter là, ça c'est un grand message. La fracture de fatigue, c'est quelque chose qu'il faut opérer, mais on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Alors, pourquoi le traitement conservateur ne fonctionne pas? Il y a des facteurs de risque de récidive, déjà parce qu'on ne contrôle pas parfaitement la réduction de la fracture. Il suffit d'un petit gap d'1 millimètre et c'est un facteur de risque de récidive ou de mauvaise consolidation. Les IMC élevés, alors pas forcément parce qu'on est obèse, mais parce qu'on a une masse musculaire importante, un rugbyman par exemple, et puis les anomalies de protrusion de la tête avec l'angle intermétatarsien qui est un peu protru. Donc ça, ce sont des choses qui sont classiques dans les facteurs de risque de récidive après un traitement conservateur. Et pour le coup, le critère qui sort systématiquement dans la littérature, ce sont les sportifs de haut niveau. Alors ça tombe bien, ce sont eux qui en souffrent. Donc clairement, il n'y a pas de débat, ce sont des fractures qu'il va falloir opérer chez les sportifs de haut niveau. Alors quand on les opère, je vous ai dit, il y a deux types de possibilités thérapeutiques. Le vissage, donc c'est un vissage percutané, vous voyez, sous contrôle scopique, on va mettre une petite broche à l'intérieur du métatarsien. Ça se fait à foyer fermé, donc c'est des petites incisions qui font 3-4 mm et on va en percutané pouvoir introduire la vis. Et puis, ce sont des vis de gros diamètre, 4,5, 5,5. Si c'est trop petit, ça va casser. Ça doit se faire dans l'axe avec un filetage court. Je vous ai mis ici le filetage court. Il ne faut pas que ce soit une vis qui soit complètement filetée de tout du long, sinon on n'a pas d'effet de compression. Et ça, c'est la grande erreur. S'il y a des chirurgiens dans cette salle, mettez des filetages courts, sinon vous ne mettrez pas de compression sur votre fracture de fatigue. Alors après, c'est un jeu d'équilibriste quand on met une vis, parce qu'il ne faut pas se tromper de point d'entrée. Si vous mettez un point d'entrée qui est de mauvaise qualité, vous allez avoir une angulation qui va être mauvaise au niveau de votre vissage, vous n'allez pas pouvoir mettre de compression et vous allez même pouvoir distracter le foyer de fracture qui ne consolidera jamais. Alors là, vous avez une vis vous avez toute la compilation des erreurs avec une vis qui est trop longue, qui est trop fine, qui est trop basse et qui va sortir même du métatarsien à ce niveau-là. Là, clairement, c'est un échec thérapeutique, mais bon, ça se voit, ça se rencontre. Et là, vous voyez, quand je vous dis que le point d'entrée parfois est extrêmement complexe, alors c'est vrai, c'est sexy de mettre une petite vis à travers un petit trou de 3 mm, mais quand on regarde l'axe du métatarsien avec l'axe de la vis, vous comprenez aisément que quand vous allez visser cette vis droite dans un métatarsien qui est concave vers le bas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comprimer vers le haut et vous allez distracter vers le bas, vous allez ouvrir votre fracture de fatigue vers le bas. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'on souhaite faire. Et malheureusement, quand on regarde tous les exemples des échecs de traitement par vissage, c'est ce qu'on voit. Vous voyez ici une vis trop longue, filetée tout du long, tordue parce qu'elle a repris l'axe de la diaphyse, pardon, et ça va finir par casser. Vous voyez ici une distraction vers le bas qui va ouvrir la fracture de fatigue au niveau plantaire, à ce niveau-là, et qui va même aboutir à une fracture de la vis. La vis s'est complètement rompue. Et des exemples comme ça, on en a. Alors après, est-ce que la vis gêne? Ben oui, la vis, elle gêne. Vous avez une grosse tête de vis ici dans la chaussure. Vous avez vu ce matin, tout à l'heure, avec Philippe Rouche, on essaye de chauffer les chaussures des sportifs pour essayer de les déformer
pour pas qu'il y ait de point d'appui, par exemple, sur une vis comme celle-ci. Et puis, quand on met une vis sans tête, parce que les industriels nous ont proposé des vis sans tête, lorsqu'on met une vis sans tête, pour pas qu'il y ait de conflit, le jour où il y a un problème, on ne peut plus la retirer. Et donc, on a eu un exemple il n'y a pas très longtemps avec une vis totalement inextirpable. Alors, vous allez me dire, on n'a qu'à mettre une plaque. Alors, mettons des plaques. Le but de la plaque, c'est quoi? Je vous ai dit qu'une fracture de fatigue, c'est un os qui est dévascularisé, fibreux, et parfois même en pseudarthrose. Alors, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer, on va aborder la fracture de fatigue. On la voit ici, au bout de la pince. Vous voyez, ça, c'est un cas qui est assez récent. Alors, ce n'est pas un métatarsien, hein, mais on a pris Bigfoot, on a pris un tibia pour que ce soit assez représentatif et qu'on comprenne bien l'exemple. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une décortication. La décortication, vous voyez, avec un petit ciseau bien affûté, on va tailler l'os, on va faire des copeaux d'os pour essayer de casser cet os qui ne saigne plus, un os qui est dévascularisé, pour en faire un espèce de copeau. Vous voyez sur cette image, on va avoir des copeaux avec des lamelles. Et donc, ma pâtissière m'a dit, en fait, vous faites du millefeuille sur vos os, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va faire des petits copeaux d'os qui vont permettre de relancer la vascularisation et de casser ce cycle fibreux au niveau de l'os. Ensuite, il va falloir cureter. Je vous ai dit que c'est de l'os qui est fibreux, de mauvaise qualité. Donc, avec une petite curette, on va l'évider. Vous voyez, on laisse un trou. On laisse un trou, mais c'est pour la bonne cause. Ce trou, on va le combler. Donc, on va le greffer avec de l'os, chose qu'on ne peut pas faire avec le vissage. Vous voyez, donc avec la plaque, on va pouvoir aborder le foyer, le greffer. Vous voyez, on prend l'os ici, là-haut, sur le tibia. On fait un tout petit trou et on va aller gratter de l'os spongieux de bonne qualité avec les petites cellules souches qui vont avoir une appétence pour arriver à la consolidation. Et ensuite, on va mettre une plaque. Alors, les plaques, maintenant, on a des industriels qui nous dessinent des plaques qui sont magnifiques, qui ont toutes les tailles et qui s'adaptent parfaitement à l'anatomie. Alors, le problème de la plaque, c'est qu'il y a une ouverture. On n'est plus sur 3 mm. On est plutôt maintenant sur des cicatrices de 4-5 cm, avec un risque neurologique. C'est le principal risque, c'est le nerf saphène qui est sur la voie d'abord. On n'est pas obligé d'être maladroit. Alors, les suites opératoires, c'est une immobilisation en botte ou en résine qui va dépendre du type de torgue. Si c'est une petite fracture ou alors une grosse fracture avec une grosse greffe, on va être un peu plus prudent et un petit peu plus long. Mais la plupart du temps, quand c'est dépisté tôt, on a une immobilisation très courte. Alors, je vous ai dit traitement chirurgical ou traitement médical. Vous avez compris qu'il n'y a pas de débat. Maintenant, ce sont des fractures qu'il faut opérer. L'UEFA nous a dit la même chose. Le taux de consolidation est plus rapide avec la chirurgie et meilleur avec la chirurgie, avec des temps de récupération pour le retour au sport qui sont vraiment plus courts avec la chirurgie par rapport au traitement conservateur. Cette étude sur le vissage qui nous apporte quoi? 100% de consolidation avec un vissage, mais avec 70% des athlètes qui se plaignent de douleurs sur la tête de vis. Cette étude de la MLS, 21 professionnels, guérison radiographique en 8 semaines et demie, retour au sport en 11 semaines, 95% de retour au sport, magique. Et quand on regarde à long recul, 22% de récidive. Il y a un patient sur 5 qui a récidivé sa fracture de fatigue, comme l'athlète dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors finalement, la plaque, elle a un meilleur rendu biomécanique, notamment dans les rotations, permet de limiter le conflit parce que ce sont des plaques qui sont vraiment moulées sur le métatarsien. Et en plus, dans la technique opératoire, on va stimuler la vascularisation, greffer la paire de substances qui va permettre effectivement d'avoir sur des petites séries, parce qu'on n'a pas de grandes séries encore sur les plaques, des taux de consolidation qui sont pour toutes les séries jusqu'à 100%, sans aucune récidive, et qui est utilisé en chirurgie de reprise d'échec du vissage. Donc là, c'est un autre dossier qui fait avancer dans une carrière de chirurgien. Vous voyez, Ligue 1, international, fracture de fatigue, vissage. Il a mis 2 ans de galère. Il n'a jamais pu reprendre à cause de douleurs persistantes et d'une fracture de fatigue qui persistait. Il a arrêté sa carrière. Il a perdu sa licence professionnelle. Et jusqu'au jour où on fait une évaluation avec lui, on décide de le reprendre avec une plaque et une greffe. Et finalement, il a pu signer dans un championnat amateur en Europe, mais il a perdu sa licence professionnelle. Alors voilà un exemple d'une plaque. Vous voyez, ça c'est un international qui a été opéré. À J18,
il marche, vous voyez, on a 18 jours post-opératoire, il marche avec sa botte. À 1 mois post-opératoire, il marche pieds nus et quasi normalement, donc J31 avec la plaque. On commence la proprioception au bout d'un mois. Et puis à J38, vous voyez, il est capable de courir donc sur un terrain un peu souple, course sur le sable. Et puis finalement, ce patient, il a pu faire son premier match à J73, c'est-à-dire en 2 mois et 13 jours, il était opérationnel. Il voyait sa radio avec le cal osseux qui a complètement consolidé. Et donc, c'est vrai que cette fracture de fatigue a eu un retour canon avec des résultats tout à fait sensationnels. Alors, je ne sais pas s'il y aura le son, mais voilà. Il ne faut pas confondre la fracture de fatigue avec les facteurs de fatigue. Donc ça, c'est Jérôme Andral qui s'est occupé de cette internationale. Et je pense qu'il a bien mis dans les cordes, mais en tout cas, le retour a été vraiment canon. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, c'est une blessure qui est grave, qui concerne le haut niveau, donc on n'en voit pas beaucoup, mais quand on les voit, il faut corriger les facteurs de risque, faire des imageries précoces avec une IRM qui va vous montrer cet œdème intraosseux. Le traitement, vous avez compris, il est chirurgical. A priori, on commence à de plus en plus partir sur des plaques plus qu'un vissage et surtout pas de traitement conservateur, avec des retours au sport, vous voyez, autour de 9 semaines et demie, surtout si on utilise des protocoles accélérés. Je vous remercie de votre attention.